Il est 20h04 et nous allons commencer donc ce dernier voyage. Est-ce que je peux enregistrer, s'il vous plaît? Oui, on va te donner la Merci, possibilité de le faire. bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je vais vous lire la clause de non-responsabilité de l'Akash Foundation avant de commencer. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou aux recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Bien. Nous allons donc voir cette 8e session qui concerne le futur du plasma. J'espère que dans les sessions précédentes, les 7 sessions précédentes, vous avez pu vous faire déjà une petite idée de la chose. Et ce soir, on va un petit peu concrétiser tout ça avec quelques nouveautés. Et au préalable, je dois quand même vous informer du travail que fait Jean-Sébastien parce qu'on a eu un gros souci avec la plateforme BitChute qui est actuellement bloquée pour des raisons, on va dire, administratives. Et il faut que vous sachiez que les premières sessions, les 5 premières sessions sont toujours disponibles sur le lien que vous a édifié Jean-Sébastien pour la playlist. C'est-à-dire que ce lien-là, il vous permet de visionner les sessions de 1 à 5. Par contre, à partir de la 5e, elle a été doublée, la 5e, plus les suivantes, y compris celle de ce soir, qui sera positionnée dans les jours prochains. On a changé de plateforme et c'est archive.org. Et vous avez le détail sur la diapo du lien qu'il faut taper pour tomber sur notre équipe officielle francophone au niveau de la plateforme archive. Donc, je vous ai mis une copie d'écran de ce que vous devez trouver. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous devriez vous débrouiller tout à fait facilement. Et encore un grand merci à Jean-Sébastien pour ce travail, parce qu'il a fallu trouver une plateforme qui soit compatible, et c'est pas tous les jours évident. C'est un travail qui se fait dans l'ombre et c'est pas facile. Donc, vous le savez tout ça, bien sûr, 3 niveaux de formation proposés par la Fondation Kesh. On va finir le niveau débutant, le niveau 1. Hein. Et ensuite, vous savez qu'il y a 2 autres niveaux. Il faudra me faire part de votre souhait de continuer ou pas. On en parlera tout à l'heure en fin de parcours, hein. Sachant qu'il y a un niveau intermédiaire qui est un niveau 2 qui va être un peu plus évolué, et puis un niveau avancé, un niveau 3, sur lequel je travaille actuellement, puisque j'ai vu ça avec l'équipe italienne qui est en train de le faire, et je pense qu'il y aura des améliorations à introduire, donc il va me falloir un petit peu de temps hein, pour mettre tout ça au point, et puis que vous puissiez surtout l'assimiler correctement. La phrase de Monsieur Kesh est toujours la même, et il a vraiment raison, et ça se justifie de plus en plus, c'est que le créateur ne propose pas d'université. Dans l'univers, il n'y a pas de diplôme et chacun peut recevoir la connaissance universelle. Ça, c'est très important. Il faut que vous le reteniez aussi. Et puis, il faut que vous fassiez la publicité autour de vous, si vous le souhaitez, hein, pour justement faire connaître cette technologie qui est quand même promise à un avenir certain.
Alors, comme je vous l'ai dit en tout début, on finit notre tour sur notre station spatiale internationale et donc on va aborder ce soir le futur du plasma, sachant que vous savez qu'au niveau du débutant, vous allez avoir, donc je l'espère du moins, parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais c'est pas facile. J'espère que vous avez une vue globale de cette science-là. Vous aurez quelques petits détails dans les heures qui suivent, là, supplémentaires. Et puis, nous, le but, quand même, c'est de créer une connaissance pour vous et puis d'amener un pont de connaissances entre vous et nous. Et donc, je crois que ce pont, il est déjà amorcé puisque j'ai quand même pas mal de mails qui arrivent. Et nous, on est vraiment désireux de vous avoir auprès de nous pour que vous investissiez dans cette science. Je pense qu'il y a des gens qui le font déjà pas mal, puisqu'il y a quand même pas mal d'engagement au niveau des One Cup. Et puis après, ben, si vous le souhaitez, on en parlait tout à l'heure, vous aurez les deux autres niveaux à performer aussi. C'est quand même assez intéressant, mais comme je vous le disais, il y a quand même des améliorations encore à faire parce que cette science n'est pas une science complètement verrouillée, elle est toujours en évolution, contrairement à la science physique classique qui est dans sa boîte. Je vous rappelle que ces cours sont issus directement des 3 livres de Monsieur Kesch. Le premier livre, L'ordre universel de la création des matières, la création de la matière, avec bien sûr en toile de fond et en fil conducteur la science du plasma et la matière plasmatique. Ensuite, le livre numéro 2 qui traite de la structure de la lumière. Ça, c'est très intéressant. Je pense que si vous poursuivez, on en parlera vraiment en profondeur parce que la lumière, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle fait la connexion d'un état vers un autre état. Et donc, il y a quand même, c'est un cordon ombilical pour moi. Voilà, je cherchais le mot. Troisième livre, c'est l'origine de l'univers. Bien sûr, il aurait peut-être dû commencer par là, c'est ce qu'il a dit l'autre jour, mais bon, c'est comme ça. Et l'essentiel, c'est d'avoir les 3 bouquins et de pouvoir les exploiter. Donc, nous, c'est ce qu'on cherche à faire en vous proposant quelque chose d'assez édulcoré pour vous amener à cette science. Alors, si on rentre dans le détail de tout ce qu'on a fait, eh écoutez, je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses au niveau de la terminologie. On a vu donc la description de l'énergie, les caractéristiques géométriques et bien sûr la dynamique du plasma. On va continuer ce soir dans ce paragraphe-là de dynamique du plasma. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, que cette science du plasma, eh bien, c'est une science naturelle qui décrit une énergie qui est en mouvement et qui est animée par des forces. Alors, au niveau de la terminologie, on va, non seulement ce soir, parce que là, on va faire juste à peine effleurer ce sujet-là, mais dans les autres modules supérieurs, on parlera beaucoup de la transformation, c'est-à-dire le passage d'une forme à une autre. Alors là, je l'ai illustré avec la chrysalide qui devient papillon, mais c'est un petit peu ça. Hein. Ensuite, on verra aussi, et c'est très important, le phénomène de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui excelle dans son genre. Et on verra qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent être réalisées avec cette science du plasma. Alors, je vous mets l'eau à la bouche, mais c'est quand même la vérité, c'est pas de la pub. Ensuite, on verra la transfiguration aussi, c'est-à-dire un changement d'apparence. Alors, vous voyez ici, parfaitement illustré par un artiste, le parapluie qui se transforme un petit peu en moitié en montgolfière et puis ensuite en méduse ou on ne sait pas trop. Hein. Et donc, retenez ça, l'étroité, hein, transformation, transcendance et transfiguration. De toute façon, n'ayez aucune crainte, quand on sera rendu sur ce sujet-là, je vous rappellerai cette diapositive à votre bon souvenir. Vous vous rappelez aussi qu'on a déterminé pour notre système, notre Terre, et puis tous les systèmes que l'on étudie, on a des référentiels, hein, et donc avec des axes qui sont vraiment avec des fonctions bien précises, puisque l'axe X détermine une transmission et une rotation. C'est-à-dire que l'axe X, il est intimement lié, si on se réfère à la Terre, à l'équateur.
c'est-à-dire au diamètre qui passe qui sépare l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Ensuite, l'axe Y, justement, lui, il détermine une transition. Alors, tous ces termes, transmission, transition, on les a déjà vus. Vous devez vous en souvenir, c'est quand on a fait le cheminement du Gans et le grain de Gans qui descend au fur et à mesure et qui change qui est chargé d'énergie au fur et à mesure qu'il descend dans le fond du bac. Hein. Donc là, on a une transition quand il descend dans le fond du bac, et puis on a une transmission aussi entre les deux plaques ou entre les deux bobines quand le Gans se crée. Ensuite, l'axe Z, eh bien, il détermine, lui, la force du champ, hein, on va encore le voir ce soir, hein, quelle que soit l'énergie produite, c'est lui qui détermine l'intensité du champ. Le plasma, lui, on va en parler un petit peu encore ce soir, puisque forcément on parle du futur du plasma, donc on va en reparler. Et le plasma, lui, il donne le positionnement au cœur de l'énergie. C'est vraiment une donnée importante, et la plupart du temps, ce cœur de l'énergie, c'est l'origine du référentiel que je viens de vous décrire. Ce plasma dynamique, bien sûr, on a vu ça il y a quelques temps, il résulte des interactions entre deux champs avec les PMTX. Vous vous rappelez aussi, ces fameux PMTX, hein, ils créent leur propre interaction interne, hein, ils créent un champ d'énergie, hein, et ce champ d'énergie, bien sûr, comme tout, hein, il possède des forces d'interaction qui sont magnétiques et gravitationnelles, hein. Et quand on a l'équilibre, y compris dans le petit disque que vous voyez là, entre la matière, antimatière et matière noire, aux frontières, on est obligé d'avoir un équilibre pour justement réaliser la condition Magrave. Et c'est cette condition qui amène à la création au centre du disque, qui est la matière. Alors pour revenir un petit peu au schéma de fonctionnement de tout ça, vous vous rappelez que on a des champs qui sont en interaction, deux couples de champs. Dans le schéma, bien sûr, il faut imaginer que dans le réel, on a une multitude de couples de champs magnétiques et gravitationnels, bien sûr. Hein. Et puis, à chaque fois qu'il y a interaction, suivant leur mouvement, c'est-à-dire parce qu'ils sont tous en mouvement dynamique de rotation, suivant leur mouvement et leur interaction, eh bien, ils vont générer une forme d'énergie qui est éjectée, on va dire, carrément, comme dans un volcan, quand le volcan éjecte la lave. Là, c'est un petit peu pareil, hein, sauf que ça se fait sur des distances et des vitesses qui sont difficilement mesurable pour l'humain. Et donc, on a deux PMTX, c'est-à-dire deux rayons magnétiques qui vont se rapprocher, à condition qu'ils aient les mêmes caractéristiques, ou similaires vraiment, hein, pour entrer en interaction et créer une boule de plasma. Et donc, cette boule de plasma va elle-même créer son propre champ, et le cycle va se perpétuer. Si on regarde d'un petit peu plus près, la boule qui vient d'être créée par les deux PMTX, eh bien, on peut l'associer tout de suite à un référentiel avec, on connaissait jusqu'à présent sur ce schéma-là les axes X et Y, c'est-à-dire X au niveau équatorial, Y au niveau des axes d'épaule, puisqu'on peut assimiler ça à un axe, à cette boule-là à une sphère comme la Terre. Hein. Donc on a un pôle nord, un pôle sud, hein, et donc l'axe Y matérialise cet axe d'épaule. Hein. Mais par contre, on a une nouveauté, c'est l'axe Z qui, lui, identifie complètement le niveau de force de la boule. Alors cet axe Z, on peut partir de l'origine, et si on reste très près de l'origine, on verra que l'énergie est très très forte, elle est très puissante. Et puis si on s'éloigne et qu'on arrive au bord de la boule, si tant est qu'on puisse l'identifier et la visualiser, eh bien on a une force de plasma qui est plus faible. Alors je vous en avais un petit peu parlé de tout ça déjà. Hein. Et donc là, bien sûr, ce plasma est invisible, mais il faut savoir que ce qui est matérialisé au niveau de la diapositive
par rapport à l'axe Z, c'est quelque chose de sphérique. C'est pas parce que vous avez une diapo avec quelque chose de plan, il faut imaginer ça en 3 dimensions, et donc c'est vraiment une boule, hein. Et cette boule, donc, a une énergie très, très puissante au cœur, bien sûr, hein. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, eh bien, cette énergie diminue. Alors on aura l'occasion de disséquer tout ça un peu plus tard. Mais il faut savoir donc que cette boule qui génère ses propres champs, eh bien ces champs ils sont tellement puissants qu'à un certain moment ils sortent des frontières définies initialement, c'est-à-dire qu'ils débordent un petit peu. C'est comme les champs magraves quand on fait des magraves ou des ganses, hein, eh bien, ils débordent aussi, hein. C'est pour ça que je recommande à tout le monde quand on fait des ganses de les éloigner de plusieurs mètres. En l'occurrence, 5 mètres, c'est le minimum. Ensuite, bon, on a vu ça aussi, c'est la star formation, hein. La star formation, elle peut être réalisée en laboratoire, comme je vous l'ai montré, comme vous allez la revoir dans quelques secondes. Cette star formation est équipée de 4 moteurs. Il y a un moteur par boule, et dans les boules, on a mis des ganses, et au fur et à mesure que la vitesse augmente, eh bien, les champs deviennent de plus en plus forts, et on arrive à créer un plasma au centre géométrique du tétraèdre, puisque c'est une pyramide à 3 côtés, avec une base triangulaire. Donc, ces forces de champ, eh bien, elles sont très utiles pour pouvoir étudier tout ce qui se passe, hein. C'est pour ça que je vous remontre ce qu'il y a dans notre labo ici à Bordeaux. Et donc, on arrive à quantifier, non, mais on arrive à connaître les influences de ce plasma. Et pour rien vous cacher, en ce moment, on est en train de voir quelque chose qui est assez génial. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, on a parlé des fréquences et des lumières, et puis de la lumière rouge du soleil le matin et le soir, et puis le passage au zénith avec un spectre qui était bleu, avec une fréquence plus forte, hein. Et donc, on est en train de voir ça parce que les contrôles qu'on a au niveau des intensités de courant qui passent, eh bien, elles évoluent. On est en train de s'apercevoir qu'elles évoluent avec l'heure du jour et de la nuit. Donc, tout ce que je vous ai raconté, ça se concrétise. C'est ce qu'il faut savoir aussi. C'est ça qui est assez merveilleux par rapport à ce qu'on fait pour la Cache Fondation, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit est validé, on peut le valider en laboratoire, même si on ne le voit pas. C'est ça qui est génial. Alors bien sûr, hein, cette star formation, on l'a vu ça aussi, hein. Vous vous souvenez que le champ le plus fort nourrit le plus faible, et là il va y avoir des transferts de flux qui vont se faire entre l'hydrogène qui est le plus puissant, hein, donc les flux vont tous converger vers l'hydrogène, et puis ensuite vous avez le carbone, l'oxygène et l'azote, hein, et tous ces flux communiquent entre eux pour créer les acides aminés et au-delà les protéines. Donc, ces acides aminés, je vous rappelle que vous les retrouvez dans les ganses et ils flottent à la surface. Donc, c'est une pellicule, on va dire, un petit peu grasse qui est difficilement récupérable, vous en conviendrez. Je pense qu'il y en a certains qui ont déjà essayé ça. Et bon, ensuite, on s'en sert pour beaucoup de choses, en particulier au niveau de ce que je ne dois pas vous parler ce soir et que vous avez deviné. Ça commence par un S et ça finit par un E. Alors donc, bien sûr, ces star formations, c'est merveilleux parce qu'on voit les réacteurs, mais en fait, le plasma, il est vraiment invisible pour nous, donc on sait qu'il existe et on sait qu'il est là pour justement créer des champs merveilleux qui nous permettent d'avoir de repositionner à la norme le corps humain, les animaux, les plantes et tout l'environnement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je continue. Vous vous souvenez aussi que nous avons vu l'histoire de la goutte d'eau. L'eau, c'est un solvant qui est vraiment le plus répandu sur Terre. Et il faut savoir que malheureusement, l'eau, elle est très précieuse. Je dis malheureusement parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Nous, en ce moment, on a tout ce qu'il faut parce qu'on a même trop d'eau. Mais il faut savoir que dans les décennies à venir, l'eau sera
la richesse première, ceux qui auront de l'eau, eh bien, malheureusement, il faut la partager parce qu'il y en a qui seront vraiment avantagés par rapport à d'autres. Hein. C'est pas du tout l'histoire du pétrole ou de toutes ces énergies-là qui comptent, c'est surtout l'eau. Et l'eau, il faut savoir qu'elle est composée de deux hydrogènes, un oxygène. Et selon la valeur du rapport de la surface et du volume, vous vous souvenez du ballon de football avec sa surface de la peau du ballon et puis le volume interne, ce rapport entre ces deux chiffres, plus il est grand, plus il est énergisant et plus c'est négatif. Hein, c'est une convention que l'on a. Et donc l'hydrogène est négatif parce que c'est un atome qui est 20 fois plus petit que l'oxygène et qui contient énormément d'énergie. Et donc l'eau, H2O, a à la base deux hydrogènes, un oxygène, et il y a un équilibre de champ Margraaf créé naturellement entre l'oxygène et l'hydrogène grâce aux forces magnétiques et gravitationnelles. L'hydroxyle, on en a aussi parlé beaucoup, hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'hydrogène, c'est un grand voyageur. Il n'a pas d'attache, c'est le SDF de la physique quantique et même de la physique tout court, et même de la chimie, bien sûr, hein, la chimie avant tout. Et donc, lui, eh bien, il fait un petit peu ce qu'il veut, ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, on se retrouve avec un atome d'hydrogène qui est parti, et donc on se retrouve avec de l'hydroxyle, c'est-à-dire une combinaison d'un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Et comme l'atome d'hydrogène est beaucoup plus puissant que l'atome d'oxygène, eh bien, l'hydroxyle est lui aussi très puissant. Et il devient négatif. Alors bien sûr, tout ça, c'est dans le principe de base qu'on a déjà vu depuis le tout début, hein, c'est-à-dire que on a bien sûr une différence d'ordre de grandeur, ça c'est très important. Retenez ça, on verra ça à la fin, hein, on verra tout ce qu'il faut retenir à la fin de la session, mais c'est très important, cette histoire d'ordre de grandeur, parce que, au bout du compte, eh bien, on va avoir des échanges qui vont se créer, on va avoir un équilibre Margrave qui va se créer, et donc tous ces champs sont bien sûr en rotation. Et pour le cas de l'eau, la grande particularité, c'est que l'énergie circule à grande vitesse. Et bien sûr, il y a un plasma associé à tout ça. Alors, toutes ces forces que je viens de décrire, si on avait la possibilité de prendre une goutte d'eau et puis de regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien, on pourrait l'associer, bien sûr, à un référentiel, un système d'axes. C'est pour ça que je vous ai symbolisé l'interaction de deux PMTX au centre, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parce que ce système d'axe, on verra que en partant du centre de la boule et en s'expansant, on peut décrire une espèce de spirale avec les fréquences, et on verra un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Mais je ne veux pas déflorer ça maintenant, ce sera l'objet du cours prochain. Alors, quelque chose de très important. Vous vous souvenez que l'autre jour, on a vu que Bondino Kraspedon, qui est un mathématicien brésilien, a dit que le créateur est un ensemble de lignes de force perpendiculaires et mutuelles, oscillant sur elles-mêmes. Vous vous souvenez des vibrations, des déformations que l'on peut avoir de la matière, suivant les fréquences, suivant un tas de paramètres que je ne vais pas développer maintenant, qui sont un petit peu complexes. Mais il faut savoir surtout que le positionnement du plasma, il est lié à la structure de laquelle il dépend. Alors, cette structure, certains déjà ont commencé à pratiquer les choses. Si on regarde par exemple une plaque de cuivre qui est nano-revêtue, eh bien, le fait de l'avoir nano-revêtue de carbone, vous créez déjà une zone centrale dans laquelle on a un positionnement possible du plasma. C'est-à-dire que cette circulation du plasma capté de l'extérieur sur la plaque et qui chemine entre les couches de carbone, eh bien, la résultante de tout ça va s'installer au milieu de la plaque tout à fait naturellement. Ensuite, si je veux créer un cube, ce cube, eh bien, il va avoir 6 faces. Si je prends 6 plaques de cuivre qui sont pour l'instant développées, eh bien, si je referme tout ça,
Donc, il va y avoir 6 plasmas tout à fait identiques, hein, à peu de choses près. Et puis, le plasma résultant, eh bien, c'est la petite boule rouge qui va se trouver au milieu. C'est pour que vous compreniez que le plasma, il s'installe en fonction vraiment du solide ou du champ magnétique dans lequel il se trouve. Il se trouve souvent ce qu'on appelle au barycentre, c'est-à-dire c'est un petit peu comme le centre de gravité. Et donc, comme tout à l'heure, on avait le plasma qui était aussi au barycentre au centre de gravité, on va dire, de la figure géométrique de la pyramide à 3 côtés. Alors, si on va un petit peu plus loin sur cette figure qui est le cube, qui est une forme très simple, on peut associer au niveau des côtés les 3 axes, axe X, Y et Z. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut faire référence à ce que je vous ai expliqué il y a quelque temps, avec l'énergie positive et l'énergie négative d'une poutre qui est soit rectiligne, soit brisée. Vous vous souvenez qu'aux extrémités et au niveau des sommets ou de la brisure, on n'avait pas du tout la même énergie qu'au milieu de la barre, hein. Et là, il se trouve que on a 8 sommets avec beaucoup d'énergie. Et puis, bien sûr, on a, pour relier les sommets, on a ces fameux côtés, hein. Et si on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que sur cette figure, eh bien, cette figure, c'est en fait une combinaison de star formation, c'est-à-dire de formation étoile, hein. Alors, voici la première, c'est-à-dire qu'on relie 4 sommets qui sont vraiment affectés, on pourrait dire, entre parenthèses, à une star formation. Ensuite, si je pousse un petit peu plus loin, ben, je m'aperçois que les autres sommets aussi, les 4 autres sommets sont reliés à une autre star formation. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a bien un plasma spécifique pour chaque star formation. Et puis quand on fait, bien sûr, la résultante de tout ça, eh bien, on a donc un plasma qui est résultant, et ce plasma résultant, il est au centre du cube, et ce plasma résultant, il est positionné là de façon tout à fait théorique, mais en fait, il oscille autour de sa position d'équilibre, parce que vous savez bien que les énergies, il y a des échanges d'énergie, on est toujours en mouvement, et le fait d'être toujours en mouvement, eh bien, ça fait osciller, bien sûr, le plasma résultant. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Joël, j'ai une Oui, question. vas-y. Est-ce que ce genre de schéma, tu l'utilises justement pour faire euh, des est-ce que ça explique ce que tu fais dans le jardin? C'est ce à quoi je pense. Dans le jardin, c'est moins compliqué que ça. C'est moins compliqué que ça. Je vous ai expliqué l'autre jour, avec deux boules, déjà 2 boules d'un diamètre différent. Si on met Oui, oui. 2 mêmes gants, on a cette histoire de circulation et de 8 infini. Ça, c'est la base. Ensuite, on peut étoffer tout ça et puis mettre plusieurs gants, on peut mettre des boules gigognes, mais bon, une combinaison comme ça, à la limite, on peut avoir une star formation. C'est très bien d'avoir une star formation. Je crois que Dominique Calais l'a fait récemment sur un arbre qui était malade. Et je sais que ça se fait parce que les Brésiliens avec qui je suis en contact le font pour les arbres qui sont malades. Ils font des star formations, c'est-à-dire que à la base, ils vont mettre des gants qui sont gravitationnels, c'est-à-dire qu'ils vont en poser 3 au niveau du sol, et puis ils vont en mettre un qui est magnétique dans l'arbre, au niveau du tronc, à plusieurs mètres de haut. Voilà. Dis Joël, j'ai une question. Oui, Gérard? Chaque sommet Oui. est en relation avec les 7 autres sommets ou Oui, c'est oui, une oui, 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 absolument. figure Oui, oui. simplifiée que tu as fait là, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. D'accord, ok. Ok. Après, je ne veux pas tout mettre sur le même schéma, mais c'est bien de Oui, poser oui. la question, Gérard. Je te remercie d'ailleurs parce que effectivement, ils sont tous en relation. Mais si je commence à mettre les 8 infinis sur toutes les branches, là, on va plus voir le schéma. Il faut D'accord. simplement
pédagogiquement, que vous compreniez qu'il y a dans ce type de géométrie plusieurs star formations. Et puis ça, c'est multiplié à l'infini, hein. Donc ça, c'est le principe avec un cube. Ok, merci. Il y a 8 tétraèdres, en fait, normalement, sur un cube. Oui, mais là, je parle de star formation, Hélène. C'est-à-dire que là, OK. je parle des star formations qu'on a vues l'autre jour, hein, et qui ont parfaitement ce profil-là. D'accord. Donc, je continue. Joël, Oui. Joël, c'est Patrick. Dis, en fait, si je comprends bien ton dessin, c'est 4 Gans différents alors? Non, mais là, je ne parle pas de Gans, je parle d'énergie pour le moment. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas focaliser là-dessus. Je parle simplement d'énergie, c'est-à-dire que je vais au-delà des gants, si tu préfères, hein. C'est-à-dire qu'on peut expliquer ça au niveau de l'espace, au niveau de plein de choses, au niveau de l'énergie électrique, au niveau de la santé. Il y a beaucoup de choses, hein, dans tout ça là. C'est juste un habillage de ce qui se passe, quoi. Mais si on voulait faire un cube avec des Gans, d'après ton schéma, enfin moi c'est comme Oui, mais même on peut faire des pyramides, il y a beaucoup de choses. Ouais. Je ne sais pas si Fred est là ce soir, mais on a un projet de pyramide ça fait longtemps qu'on doit le faire et puis je ne l'ai toujours pas fait. Mais c'est dans les cartons, oui, tout à fait. Ok, ça va, merci. Oui. Et Joël, c'est Yves. Oui. Quand tu parles de gans gravitationnel et l'autre Magnétique. oui, magnétique, quels sont les gans différents pour ça? Alors, je te faire une réponse de Normand. Je ne sais pas s'il y a des Normands là, mais tout dépend de l'environnement dans lequel ils sont. Et ça, j'en parle dans le stage de Gans parce que c'est un peu compliqué. Je ne vais pas m'aventurer à ça maintenant. Je ne peux pas faire simple là-dessus. Mais en fait, quand tu prends deux Gans qui sont, par exemple, gravitationnels, il y en a un qui va être plus énergisant que l'autre. Oui. Hein, forcément, parce que deux Gans qui sont égaux, ça n'existe pas. Il y a donc un Gans qui est plus énergisant que l'autre, et il va y avoir le phénomène de la boucle infinie que je vous ai décrit dans les diapos précédentes, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette circulation. Et le Gans qui est gravitationnel et qui va forcément alimenter le Gans qui est plus faible avec un retour du flux vers le plus fort, eh bien ce Gans-là, il va devenir magnétique tout en étant relatif par rapport à l'autre Gans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends là maintenant. Voilà. Donc, c'est ça la subtilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Il faut absolument, et moi non plus d'ailleurs au début, parce que M. Cash disait non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En fait, j'ai compris, bon, ça fait un petit moment quand même, hein, mais au début j'étais assez dubitatif là-dessus parce que je comprenais pas. Un jour c'était gravitationnel, l'autre c'était aussi gravitationnel, mais il y avait des nuances. Et donc en fait c'est ça, quoi. Tout est relatif et tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Ouais. Et ça peut être dans le même gans, quoi. Dans le gans de CO2, ça peut être ça aussi, quoi. Alors si tu fais deux gans de CO2, ça je l'ai déjà dit aussi, si tu fais deux gans de CO2 dans le même bac, mais à des jours différents, avec toi-même qui va quand même donner de ton champ, ton propre champ va influer, hein, Ouais. eh bien là, tu vas avoir deux gans différents. Ouais, d'accord. Alors là, pour arriver à dimensionner ça et dire quel est celui qui joue le rôle de gravitationnel, quel est celui qui joue le rôle de magnétique, là, moi, je ne sais pas faire ça. Non, parce que là, tu as deux gans normalement qui sont identiques, puisqu'on parle de CO2, on peut parler de CH3 ou tout ce que tu veux, c'est pareil, quoi. Deux CH3, on ne sait pas. Ouais. Voilà, c'est très subtil, hein. Ça va, ok. Voilà. Merci. Avec plaisir. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est le premier truc que j'ai trouvé passionnant. Alors, je dois remercier Victoire, je ne sais pas si elle est là ce soir, parce qu'elle m'a passé cette vidéo l'autre jour, j'étais un petit peu halluciné de voir ça. Vous allez voir des vidéos de forme très courte, hein, de forme gigogne, et il faut que vous ayez à l'esprit, quand vous allez voir ça, que l'énergie la plus forte est justement au sommet de chaque figure. Alors il y a des figures de Platon qu'on va voir, mais bon, il y a d'autres choses aussi qui sont un peu plus
un peu plus évolué. Je vais vous passer ça tout de suite. Vous voyez, pensez aux énergies, hein, au niveau des sommets. Voilà, donc ici, tel que c'est à l'écran, vous avez quand même une structure qui est très complexe. On a parlé des structures complexes et des structures simples. On a parlé, souvenez-vous aussi, des fréquences, c'était la semaine dernière. Et on a parlé aussi du pH, de toute la rampe de pH de 1 à 14. Et vous voyez cette structure qui est complexe. Si on la modifie un petit peu, il n'y aura pas beaucoup de variations. Par contre, si on prend une structure beaucoup plus simple, comme un triangle tout à fait simple, si on commence à le modifier, eh bien, même une petite modification va altérer beaucoup son énergie ou la doper, hein, suivant ce qui se passe. Donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Parce que là, on n'a pas vu dans cette vidéo le cas de l'isocaèdre, c'est-à-dire le cas du ballon de football ou du grain de Gans, hein. Mais le grain de Gans, il a une structure qui est très très costaud, parce qu'elle est très complexe. Donc là, ben, vous avez bien compris, on vient d'en parler justement avec les histoires de boules et de gans identiques ou différents, hein. Vous avez donc cette circulation, hein. Il ne faut pas oublier une chose, c'est simplement ça que je vous demande de retenir, c'est que dans le plasma, tout est en combinaison et en interaction. Il n'y a pas de choses statiques, jamais, jamais. Alors, il y a cette histoire-là. Ensuite, vous avez quand même donc la création d'un champ Magrav. On est tout ça, ça bouge beaucoup, on est en rotation, hein. Et puis, il faut quand même pas oublier, puisqu'on en a parlé l'autre jour par rapport à ce qui se passe avec l'entrée d'énergie dans la magnétosphère au niveau du globe terrestre, et puis la sortie d'énergie, les combinaisons. Vous avez des énergies, je vous le rappelle, qui vont complètement traverser notre magnétosphère, la Terre, et puis nous peut-être même, et sans altérer quoi que ce soit. Et puis il y en a d'autres qui vont apporter des choses, et puis d'autres qui vont être absorbés, d'autres qui vont être rejetés, tout ça pour garantir un équilibre grave. Et donc, cet échange d'énergie, pour quoi que ce soit, eh bien là, c'est la flèche jaune qui est matérialisée. Et donc, cette flèche jaune, c'est une énergie. Cette énergie va apporter un complément nécessaire pour maintenir l'équilibre grave, hein. Donc, elle va rentrer. Ensuite, elle va compléter un petit peu le flux qui circule entre le gravitationnel et le magnétique. Elle va apporter des choses. Et puis, le résidu qui ne sert à rien, eh bien, il va être éjecté, un petit peu comme les PMTX que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est très important, il faut que vous le sachiez. Ça aussi, il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Il y a beaucoup de choses après que vous pourrez faire. Les unités Magrav, par exemple, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, on voit que ces conditions Magrav, finalement, eh bien, elles sont maintenues par beaucoup de choses, hein. Les structures, c'est pareil. Là, c'est exactement le schéma que je viens de vous évoquer, puisque on sait que l'énergie est morcelée, mais même si elle est morcelée, eh bien, il y a dans ces paquets d'énergie, il y a encore de l'énergie qui rentre, qui apporte toujours quelque chose, ou qui traverse parce qu'elle n'est pas du tout dans la bonne fréquence, et puis elle n'est pas du tout dans la susceptibilité
d'intervenir pour équilibrer ça. Donc elle fuit et puis elle ressort. Hein. Et c'est ainsi qu'on maintient les conditions d'aggravation, y compris au niveau du globe terrestre, hein, puisque on a une émission par le pôle Nord, on a une absorption par le pôle Sud, et puis des énergies qui rentrent parce qu'elles sont prédisposées à venir intervenir et apporter des choses au niveau de notre globe terrestre. Et tout ça, c'est quand même tout à fait complètement invisible par rapport à l'humain, hein. Donc c'est quand même génial. Moi, je trouve que ces énergies, si on les voyait, ça serait encore mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient un peu plus motivés pour travailler là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Après, on peut imaginer que notre planète, ça aussi on l'a vu l'autre jour, eh bien, elle est au centre d'une star formation, hein, puisque on a quand même une invisibilité du tout, hein, et donc on pourrait avoir des champs magnétiques et gravitationnels qui sont au niveau du sommet du tétraèdre, avec la Terre au milieu, et puis donc un champ magnétique global autour de la star formation, sachant qu'à ce moment-là, notre Terre serait gravitationnelle. Donc on peut l'imaginer avec nos yeux de l'esprit. Ça, on a vu ça dans la session 7. Ça aussi, c'est important à savoir. Donc ce champ magnétique, je l'ai encore retracé ici, hein. Toutes les forces, bien sûr, sont en rotation. On a une combinaison magnétique gravitationnelle à chaque fois. On a ces histoires de jets de plasma et de création de champs qui leur sont propres à chaque sommet au niveau des champs magnétiques et gravitationnels. Et tout ça, ça crée un plasma intérieur. Et bon, si la Terre est au milieu, on peut avoir des choses merveilleuses. On travaille là-dessus, ça serait génial, hein. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que là, ce sont des schémas très simples, mais n'oubliez pas quand même que c'est extrêmement compliqué au niveau de la réalité, de la réelle réalité, je dirais. Parce que, en fait, cette structure-là, comme toutes les autres structures qu'il y a dans l'univers, eh bien, elles sont soumises au champ de l'environnement, hein. N'oubliez pas que la Terre est sur le bras d'Orion. On dit toujours qu'en 24 heures, eh bien, on revient au point où on était au départ. En fait, tout est relatif, hein, parce que si on se place dans un référentiel qui est assez éloigné, le bras d'Orion il est en déplacement continu. Ensuite, bon, on est en fin de cycle compliqué de plusieurs milliers d'années et on converge vers le centre de la Voie lactée. Donc, on n'est jamais à la même place, c'est-à-dire qu'à chaque jour, on se déplace un petit peu comme un hélice. C'est une hélice qu'on pourrait décrire. Donc on voyage quand même, hein. Même si on a l'impression d'être assis dans le fauteuil tranquille, on voyage beaucoup. Et tout ça pour dire que si on a cette formation-là, eh bien on a un champ gravitationnel assez énorme qui est supporté par la Terre et en fait, la Terre est prise en sandwich un petit peu entre les champs magnétiques de cette star formation. Alors là, c'est pareil, hein, on peut encore rediviser une star formation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un éclatement de ce que je viens de vous décrire en deux autres star formations, et là, la Terre, du coup, redeviendrait magnétique, et on aurait une autre forme d'énergie, sans entrer dans les détails pour le moment. Mais il faut savoir que ça existe. Au niveau de la physique, c'est quelque chose qui est difficilement admis ou même pas du tout admis par les tenants de la physique classique, alors que dans la physique quantique, eh bien, on peut tout se permettre. Et heureusement. Donc, vous voyez ce que j'ai décrit tout à l'heure au niveau des énergies qui rentrent et qui sortent, c'est pour faire le lien un petit peu, que j'ai remis ce schéma, par rapport à ce que je viens de vous décrire, par rapport à une star formation, qui aurait des sommets magnétiques, et nous, on serait sur une Terre beaucoup plus gravitationnelle. Voilà. Alors bien sûr, la science du plasma, le futur du plasma, pour nous, vous avez bien compris quand même que ce plasma, il existe, hein, c'est très important. Eh bien, on peut agir avec ce plasma sur beaucoup de domaines. Je vous l'avais présenté ça au tout début, dans le module numéro 1. On peut travailler dans le domaine de la santé, de l'environnement, des transports, de l'énergie,
des matériaux, de la communication et aussi de l'exploration spatiale. Alors là, vous avez par exemple une cabine de soins qui s'appelle une unité d'amélioration universelle qui a été créée par M. Kesch, qui est en ce moment en exposition à Linz, et ils font des essais dessus. Cette cabine, bon, bien sûr, elle est tout à fait particulière puisque elle reproduit, disons, un environnement grave, hein, par rapport à la personne qui se présente à l'intérieur. Cette personne, normalement, doit être remise à la norme au niveau de ses cellules, hein, quand les personnes ne sont pas bien, qu'elles ont une déficience. Donc, il faut profiter de cette cabine qui est en test, hein. Et puis, vous avez une autre vue aussi que je trouve magnifique parce que moi, chaque fois que je fais un gant, je suis émerveillé de la couleur et puis de l'énergie qu'il y a. Et donc, à cette exposition, vous avez aussi des gants et puis plein d'autres choses. Quand vous aurez le loisir de vous déplacer, c'est en Autriche et c'est à Linz, L-I-N-Z. Alors, je voulais vous parler de tout à fait autre chose, mais qui est bien sûr imbriqué et qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est l'unité Tesla. Alors, Nikola Tesla, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais je peux vous dire que c'est un scientifique que j'admire beaucoup et qui a été le précurseur de tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, puisqu'il vivait dans les années 30 et il a quand même inventé le courant alternatif. C'est pas Thomas Edison qui a inventé la radio, c'est lui, hein. Il a inventé beaucoup de choses, les transmissions sans fil, il a fait énormément de choses. Et donc, c'est un précurseur. Il a travaillé sur les flux magnétiques et gravitationnels. Par contre, il n'avait pas du tout la même technologie que nous, puisque il ne connaissait pas les Gans. Et Monsieur Kesch, vraiment gratitude à lui, parce qu'il a apporté, je dirais, le complément à ce qu'a fait Nikola Tesla. Parce que Nikola Tesla, il travaillait beaucoup avec du carbone, du graphite, du cuivre, bien sûr, avec des bobinages énormes, parce que pour avoir les énergies, eh bien, il était obligé de faire des machines énormes. Que nous, vous avez vu, hein, on fait des choses toutes petites. Et donc, c'est génial. Ce gars-là, il a, il a quand même signé le début de sa déchéance quand malheureusement, il a commencé à faire marcher une voiture Ford, une voiture électrique. Ils avaient remplacé le moteur à essence par un moteur électrique de l'époque. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu un moteur des années 1900, c'était autre chose, hein. Et il a réussi à faire marcher pendant plusieurs semaines, sur plusieurs centaines de kilomètres, cette voiture. Et donc, à partir de là, les gens qui le sponsorisaient pour ses études, eh bien, le laissaient tomber parce qu'il y avait le monopole du pétrole qui commençait à être prépondérant et donc ils l'ont laissé tomber comme une vieille chaussette, quoi. Et il est mort à New York dans un complet dénuement, quoi. Donc pour lui rendre hommage quand même, et puis il faut savoir qu'il a déposé énormément de brevets qui sont depuis peu tous reversés maintenant au domaine public. C'est les États-Unis qui ont la grande majorité de ces brevets. Et pour avoir un hommage à lui, on a créé l'unité Tesla, qui est une unité qui décrit le flux d'induction. Alors le flux d'induction, c'est très simple. Enfin, du moins, c'est un peu compliqué, mais je vais le décrire de façon très simple. Quand vous avez une bobine, eh bien, si vous faites passer un courant dans cette bobine, vous avez un courant, un champ magnétique à l'intérieur, et ça s'appelle le flux d'induction. Et si vous faites passer en plus un fil à l'intérieur, il se passe d'autres choses. Et donc, pour matérialiser ces inductions-là, cette énergie-là, eh bien, on a créé l'unité Tesla. Et les voitures Tesla que l'on a maintenant électriques sont aussi en hommage à ce scientifique de renom. Donc, l'unité Tesla, eh bien, elle caractérise la densité de flux magnétique. Voilà. Et M. Kesch alors il faut savoir bien sûr, je l'ai noté là, qu'un champ magnétique d'une valeur de 1 Tesla est considéré comme très puissant, hein. Et M. Kesch a réussi, avec ses expériences, à créer pendant quelques secondes un champ de 129 Tesla.
Et bon, il y a beaucoup de gens qui prétendent que ces champs magnétiques peuvent induire des tsunamis, des tremblements de terre et autres, hein. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Et puis, c'est une énergie, franchement, avant d'avoir une énergie qui dure dans le temps, de cette puissance-là, eh bien, c'est pas encore qu'on l'a, franchement. Voyez, en 1893, Nikola Tesla, il a créé, il avait, d'après ce que j'ai compris, il y avait des centrales, et puis il avait le pouvoir de transmettre l'électricité de ces centrales sans fil et de distribuer l'électricité dans les villes. Et malgré notre technologie actuelle, alors peut-être qu'avec les brevets, on va comprendre un petit peu plus, mais on n'a toujours pas tout compris. Où j'ai mis, on n'a pas voulu comprendre, parce que je pense qu'il y en a qui sont quand même assez intelligents pour comprendre les phénomènes que Nikola Tesla a amenés au monde entier. Mais il y a encore cette histoire de lobby qui pose problème toujours, hein. Donc il y a eu des choses qui ont été enfouies, plus ou moins. Mais enfin, il faut quand même avoir conscience que il y a un siècle, eh bien, on était à la limite de plus en avance que maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de centrale nucléaire et on savait éclairer les villes. Très important. Là, c'est une expérimentation qui a eu lieu, je crois, alors je ne sais plus si c'est en Chine ou aux États-Unis, mais donc on peut, avec un plasma spécial, donc créer une boule de lumière plasmatique, hein, et c'est une boule qui a été créée en laboratoire pendant une expérience. Alors, je vous ai remis le globe terrestre parce que j'ai fini par vous retrouver la vue que je vous présente maintenant et qui est une vue d'ordinateur, c'est une simulation. Alors, on ne voit pas le globe terrestre, hein, mais il faut imaginer qu'il est au milieu de cette vue et l'ordinateur a simulé les champs principaux magnétiques et gravitationnels qui tournent autour et qui pénètrent aussi dans notre globe terrestre. Voilà. Alors, c'est pour vous donner une idée. Alors, donc là, ce sont les champs principaux, hein. Alors, ils sont twistés aussi, c'est-à-dire qu'ils ont une rotation, hein. Non seulement il y a une rotation dans le plan, comme je fais tous mes schémas, hein, mais là, on voit qu'ils sont aussi twistés, parce que bon, il y a quand même des choses qui se passent entre les champs magnétiques et gravitationnels. C'est une vue d'ordinateur qui a été matérialisée par une accumulation de données, hein. Alors l'accumulation de données, c'est facile à dire, hein, c'est en quelques mots, mais ce sont des milliards de données qui sont cumulées sur ordinateur et qui sont recrachées et qui aboutissent à ce style de schéma. Donc il faut savoir que ça existe, il y a des gens qui travaillent dessus. Et justement, alors pour faire le pont à ce qu'on vient de voir et ce que on voit ici, c'est aussi un champ plasmatique, hein. Donc on y accroche un référentiel, axe X, Y et Z, hein, toujours avec les mêmes déclinaisons, c'est-à-dire que l'axe X décrit l'équateur, l'axe Y, l'axe des pôles, et l'axe Z donne la force des champs. Et pour vous montrer que ça existe, je vous ai déjà montré cette vue, mais dans notre labo ici, avec Daniel, on a réussi à matérialiser, donc, vous voyez un petit peu, il y a quand même une sacrée similitude entre ce que vous avez à gauche et ce que nous, on voit à droite, hein. Et ça, on le voit pour de vrai, c'est un petit magrabe qu'on avait mis dans le frigo, je ne sais pas si vous vous rappelez cette expérience, où on avait un bloc d'eau qui a fondu partiellement, et qui a dégagé des bulles qui sont en l'occurrence de l'hydrogène. Quand deux champs sont chargés positivement et négativement, mais quand les deux pôles positifs sont en vis-à-vis, ou les deux pôles négatifs sont en vis-à-vis, rappelez-vous, il y a ce qu'on appelle, au niveau de l'interaction des pôles, une répulsion, c'est-à-dire qu'il y a un écartement, comme les aimants, on va voir ça tout à l'heure, hein. Il y a donc les champs s'écartent. Quand c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a un pôle négatif qui est vis-à-vis d'un pôle positif, eh bien on va avoir une attraction des champs. Ensuite, il faut que je vous parle de quelque chose qui est assez intéressant et qui va peut-être vous mettre l'eau à la bouche pour suivre la suite. C'est qu'on travaille aussi sur les trous noirs dans l'espace.
Et il faut savoir qu'un trou noir, eh bien, il est à la base créé par un différentiel de rotation, à condition que les champs tournent dans le même sens. C'est un différentiel de rotation qu'il y a entre les deux champs, c'est-à-dire que la vitesse de l'un n'est pas égale à la vitesse de l'autre, et ça crée une espèce de vortex, ça s'appelle un trou noir. Voilà, pour faire très simple, mais c'est hyper compliqué à mettre en équation et à décrire correctement. J'essaierai de vous faire ça un peu plus tard. Le souci, c'est que j'ai pas trop de temps pour le moment. Donc, si on fait le parallèle avec notre globe terrestre, bien sûr, hein, on pourrait dire que le bas, c'est l'hémisphère sud, et le nord, et le haut, pardon, c'est l'hémisphère nord, avec bien sûr au milieu l'équateur. Alors, si on revient dans notre système de principe de création de la matière, on sait que la création passe par l'énergie, que l'énergie, c'est une force en mouvement, qu'elle peut être de signe négatif, c'est-à-dire très forte, ou de signe positif, un peu moins forte, qu'elle est bien sûr basée sur le principe du rapport surface-volume, avec un signe fort qui est le signe négatif, et plus ce signe est négatif, et plus cette valeur de signe négatif est forte, plus le champ est puissant. Hein. Et puis, rappelez-vous toujours que la force négative donne, la force positive prend, c'est-à-dire que, si on se réfère encore une fois au globe terrestre, le pôle nord, qui est magnétique, donne, et le pôle sud prend. Ensuite, on peut dire que l'énergie circule librement, ça on l'a vu, hein, puisqu'il y en a qui arrivent dans la magnétosphère, et puis d'autres qui passent, ou qui passent à côté, ou qui rentrent et qui n'altèrent rien. Hein. Et elle peut être aussi associée à un état, bien sûr, puisque chaque état a de l'énergie. N'oubliez pas non plus, dans cette révision, et puis pour la prochaine fois, si vous voulez revenir, hein, n'oubliez pas, c'est très important que au niveau matière, il y a quand même cette histoire de confusion avec la matière un petit m palpable et puis la matière grand m non palpable qu'on peut ressentir. Alors que la première, eh bien, on peut la toucher, on peut vraiment, on est assis dessus, enfin, c'est tout ce qui nous entoure. Et pourtant, c'est que 5% de ce qui se passe dans l'univers. Et cette matière petit m, eh bien, c'est une manifestation d'énergie concentrée, et c'est une création. Je vous rappelle aussi ça, parce que j'aime beaucoup ça, hein, c'est que c'est vraiment le fondement des histoires de flux et de connexion en physique quantique. Et c'était aussi ce qui se passait en physique classique. Hermann Weyl, c'était un personnage aussi intéressant, peut-être moins connu que Nikola Tesla, mais il travaillait avec Albert Einstein, hein, et il a dit quand même qu'une partie définie de la matière occupe une partie définie de l'espace à un moment défini du temps. Alors ça peut paraître complètement normal, hein, mais il faut quand même poser les choses. Et lui, il a eu l'aval de tout le comité scientifique de l'époque pour poser ça, et puis tout est bâti là-dessus. De la même façon qu'il n'existe pas une seule et même énergie qui constitue une charge à 2 instants consécutifs. C'est-à-dire que cette énergie, elle varie, donc la charge varie. C'est très important. Alors ce sont des préceptes qui sont tout à fait simples, mais qui sont le fondement de la technologie. Et là, c'est un petit pont entre la physique classique et la physique quantique. Là, je vous apprends rien. Hein. Vous prenez 2 aimants avec 2 pôles nord ou 2 pôles sud, on vient de le voir avec les champs magnétiques et gravitationnels, les champs plasmatiques. Eh bien, 2 pôles identiques en vis-à-vis, eh bien, on va avoir une répulsion. Par contre, si on retourne un des aimants, eh bien, tout de suite, il va y avoir une attraction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très important, et il faudrait le retenir, mais je le dirai plus tard aussi. C'est qu'en physique classique, si on éloigne les aimants, eh bien, on éloigne aussi sa force. En sciences du plasma, alors c'est très étonnant pour les gens qui sont très classiques, c'est que si on éloigne l'aimant, eh bien, le champ plasmatique, lui, il reste et il va fonctionner. C'est-à-dire qu'au départ, s'il est magnétique ou gravitationnel, il restera magnétique ou gravitationnel. C'est pour ça que
pour être plus terre à terre dans le... Ici, on a des boules qui sont dans le jardin, qui sont un petit peu partout. Et puis, il y en a qui se sont cassées parce que dans les arbres, là, en plus, avec le temps qu'on a, il faudra que j'aille faire un tour, mais il y en a qui se sont cassés avec les intempéries. Eh bien, elles fonctionnent toujours. Pourquoi? Parce que les champs sont toujours présents. Et surtout, dans ces boules-là, il y a toujours des petites particules solides qui sont là et qui font leur travail. C'est pas l'eau qui compte là, c'est quand même les particules solides. L'eau, c'est le porteur, c'est un support, même si elle est très énergétique, eh bien, c'est quand même qu'un support. Alors, je vais vous montrer maintenant quelque chose, c'est sans prétention, hein, je ne croyais pas que je veux me faire mousser avec ça. C'est simplement le fait pour montrer que les champs magnétiques et gravitationnels, suivant leur environnement, comme je le disais avec Yves tout à l'heure, suivant leur environnement, eh bien, ils peuvent s'attirer ou se repousser. Alors, vous avez une revue qui existe, enfin, qui a été arrêtée depuis plus d'un an maintenant, qui s'appelle la Keshe Foundation Plasma Times. Et donc, c'est une revue qui est mensuelle, qui était mensuelle, que je vous invite, pour ceux qui comprennent l'anglais, à parcourir. Cette revue, elle est disponible sur le site de la Keshe Foundation, hein, à la partie éducation. Et donc, tout ça pour vous dire que le premier article que j'ai écrit pour la Keshe Foundation, il concerne justement ces histoires de déplacement entre GANs. Alors, je vais vous passer une petite vidéo, mais auparavant, il faut que je vous explique comment ça s'est créé. À la base, dans le labo, j'avais mis un bac en verre, hein, à fond plat, parfaitement propre, bien sûr, et sur une nappe antistatique, avec deux boules que vous voyez là, et puis sous le bac, bien sûr, une mire complètement numérotée, et puis un appareil photo qui prenait des photos toutes les 30 secondes. À côté, vous avez un chronomètre. Alors bon, peu importe si ça donne une idée du temps, parce qu'il y a eu énormément d'essais. J'ai mis 3 mois pour faire tous les essais, pour écrire cet article, parce que je voulais une redondance sur les valeurs que j'avais pu obtenir. Et donc, refait. Il y a des milliers de photos qui ont été dépouillées pour valider ce test. Et d'ailleurs, M. Keshe, là, il a pas tiqué, il a donné son aval tout de suite. Donc, je vais poursuivre un petit peu l'histoire de la déco. Vous voyez ici une vue de profil du bac, hein. Donc, c'est de l'eau tout à fait pure, bien sûr, hein, avec des boules. Alors, à chaque fois, il y avait confrontation entre deux gans différents, deux boules de même volume, avec le remplissage, bien sûr, de même volume, et dans une atmosphère à température ambiante stabilisée, pour que tout soit OK. C'est des conditions de labo tout à fait classiques. Alors ça, c'est vu de l'autre bout, hein, c'était pas facile à prendre, mais on voit que les sphères sont quand même pas mal immergées. Elles sont immergées à plus de 90%, et le remplissage des boules est effectué à 80%. Alors, je vais vous passer la vidéo, elle va assez vite, et bon, c'est saccadé parce que bon, on va pas rester là, je crois que ça dure 18 minutes, on va pas rester là-dessus ce soir, c'est simplement pour vous montrer que il y a une attirance entre le CH3 et le ZNO. Alors, je précise que ces gants ont été faits de façon très pure. J'ai mis beaucoup de temps pour les faire. Et ils ont été mis en place dans ces boules. Et ensuite, eh bien, on a fait les essais. Alors, je vous passe tout de suite la vidéo. Vous voyez, c'est minute par minute. On voit le cheminement que prennent les boules. Alors, tout ça, après, c'est cartographié. Les trajectoires sont analysées. En fonction du temps, on peut déterminer les vitesses. Et on sait, par exemple, dans ce couple-là, quel est le gans qui a la plus forte énergie. C'est celui qui va le plus vite, hein, bien sûr. Hein. Et donc, la mire nous sert après, avec des repérages sur ordinateur, sur station de travail, à déterminer les trajectoires, à voir quel est le gans le plus puissant des deux, qu'est-ce qu'il amène, comment se font les trajectoires, est-ce que ce sont des trajectoires en gouttes d'eau, est-ce que ce sont des trajectoires en virgule, enfin, il y a tout ça à prendre en compte pour déterminer un petit peu ce qui se passe.
Et il y avait une prépondérance à l'époque qui existe toujours, hein, puisque je m'en sers pour faire les mains graves, les unités mains graves. Hein. Cette prépondérance, elle est dans le fait que, par exemple, un CH3, il va, alors je ne sais plus s'il en lâche ou s'il en prend, mais il y a des électrons qui sont évacués, qui sont relâchés. Et pareil pour le ZNO, alors il y en a un qui capte les électrons de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça fait des accélérations. C'est très intéressant pour justement distribuer correctement les GANS dans les bobines des mains graves, entre autres. Hein. Et puis aussi pour l'agriculture. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu aussi, vous vous rappelez, hein, on ne va pas tourner autour du pot là-dessus. Il s'agit donc d'aimants qui sont stabilisés entre eux des aimants qui sont totalement identiques et qui ont leur stabilisation à une certaine distance et ils sont en condition d'équilibre main grave. Par contre, ces mêmes aimants, si on retourne un des aimants, eh bien, tac, la polarité va s'inverser et les aimants vont se rapprocher et les polarités, bien sûr, vont se réaligner. Donc ça, c'est un jeu qu'on faisait quand on était gamin, hein, et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de phénomènes qu'on connaît ici avec les GANS. Voilà. Là, c'est pareil, si on met un aimant positif, eh bien, ils vont tout de suite venir se coller sur lui, hein, et on passe donc de la répulsion à l'attraction. Cette analogie, on va la rencontrer aussi avec les flux, hein, la distribution des flux, hein, puisque tout à l'heure on en a parlé un petit peu au tout début, hein, puisqu'on sait que l'hydrogène a une masse atomique de 1, oxygène 8, azote 7, carbone 6. Pour le moment, on n'en parle pas trop, on en parlera beaucoup plus dans les modules supérieurs. Tout ça pour vous dire qu'autour de ça, bien sûr, il va se créer un champ de plasma dynamique, c'est classique, hein, il n'y a pas de possibilité autre que ça, hein, avec une distribution magnétique et gravitationnelle, tout ça dans un équilibre magnétique-gravitationnel, un champ grave. Alors après, moi j'aime beaucoup le jardin, j'aime beaucoup les fleurs, Daniel aussi, et on s'éclate avec ça, et on a plein de marguerites, et alors bon, Alex aussi a fait ça l'autre jour, c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs de la marguerite, parce qu'elle est vraiment, elle illustre bien les choses, hein. On voit ce cœur qu'on pourrait imaginer complètement gravitationnel, et puis le pourtour des pétales magnétiques, hein. Et il y a cette expression des pétales qui sont vraiment projetés vers l'extérieur, c'est quelque chose de génial, hein. Et puis après, je vous avais parlé la semaine dernière des déformations, et puis aussi du cœur de la marguerite, avec ces déformations hexagonales. Et je vous ai remis les croquis pour vous montrer que ça existe bien, quoi. C'est quelque chose qui existe dans la nature sans problème. Alors là, on s'est intéressé à la tête de la fleur, mais il y a aussi une tige des feuilles, et puis bien sûr, le prolongement le plus important, c'est le prolongement dans le sol avec les racines, et on a toujours ce champ magnétique et gravitationnel. Et nous, on cultive beaucoup avec la Lune, et je pense que vous ferez vite le rapprochement entre ce que je viens de vous décrire là, et puis le champ magnétique et gravitationnel de la Lune, qui est très influent pour les légumes en particulier en ce moment, hein, avec les légumes racines, les légumes fleurs, les légumes fruits et autres. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Alors, on retrouve le 8 Oui. de Grabovoi, en fait. C'est étonnant. Ah, je ne connais pas le 8 de Grabovoi. Je ne le connais pas, je demanderai à Daniel, je ne le connais pas. Mais Enfin, oui. Il y a un 8 à l'horizontale, un 8 à la verticale. Oui. Il y a un centre. Oui, parce que là, on est quand même dans le peuple vertical, hein, tu sais, comme je l'ai décrit Ouais. au tout début, le végétal, c'est vertical parce qu'ils ont une seule possibilité, à très peu de choses près, hein, c'est la verticalité pour se déplacer. C'est le signe de l'infini et de l'éternité. Oui.
Tout à fait. Donc, je vais... Oui, quand tu parles d'un GANS magnétique, oui, donc il a une énergie négative, donc il est dans son ordre de grandeur beaucoup plus fort oui. que Mais c'est un beaucoup GANS plus... gratuit. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça, Mais hein, c'est après, bien compris, hein. après là, bon, on est quand même dans le niveau débutant. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles dans tout ça, hein. Mais la globalité, tu as raison, Frania, c'est exactement ça. Tout à fait ça. D'accord. Par contre, après, si tu veux dimensionner des choses pour faire de l'énergie, c'est un peu plus subtil, quoi. Mais c'est ça, tout à fait ça. Je voudrais revenir à l'expérience que tu as faite avec le bac et les deux boules. Oui, Là. oui. Est-ce qu'il y a une influence s'il y a un observateur? Est-ce qu'il y a un Alors, déplacement? Est-ce qu'il y a un non, déplacement des boules différent? non, 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 non. Ça a été demandé, quand j'ai soumis ça à la fondation, ça m'a été demandé et on a fait les tests, il n'y a pas d'influence. D'accord. Parce que tu sais pourquoi? C'est parce que le champ, il est déjà initialisé et puis ensuite les sphères sont dans un système clos, il n'y avait que moi qui intervenais et s'il doit y avoir une influence, c'était toujours moi. Daniel n'est jamais venu pendant 3 mois dans le truc, par exemple, dans le labo pour faire des trucs, hein. Non, non, jamais, c'était toujours moi. Donc l'influence, même s'il y a une influence, elle est constante. Voilà. Je vais poursuivre. La transformation, j'avais dit qu'on en parlait un petit peu ce soir. Dans la science classique, on dit qu'il est impossible de faire repousser un membre. Bon, on a entendu ça tous les jours. Pourtant, il faut quand même se poser des questions parce que j'ai pris l'exemple de la salamandre, mais j'aurais pu prendre l'exemple de beaucoup d'animaux, ou même voire d'insectes, hein. Le membre amputé d'une salamandre, eh bien, il repousse. Donc, il y a quand même une interrogation là-dessus, comme il y a une interrogation sur la transcendance, qui excelle celui qui excelle dans son genre, c'est-à-dire que il est impossible de changer la couleur de la peau, mais regardez le caméléon, lui, il change bien de couleur, hein. Et puis ensuite, il n'y a pas que lui, parce que je vais vous montrer une petite vidéo. Regardez. Regardez un petit peu. Voilà, c'est magnifique. On entend Monsieur Kesh au fond, j'ai oublié de couper le son. Donc voilà, donc on peut se poser aussi des questions. Et puis ensuite, bien sûr, la transfiguration, c'est-à-dire qu'on prend une chenille, par exemple, une chenille de macaron, eh bien, elle va devenir papillon, hein. Et puis une chenille de sphinx tête de mort, c'est pareil, elle a vraiment pas au départ l'aspect d'un papillon, mais en fait elle se transforme aussi, hein. C'est une transfiguration, elle passe d'une forme à une autre. Joël, moi j'ai vu ça sur ma chienne chez moi, c'est bizarre. De quoi? J'ai un petit caniche, Oui, normalement il est abricot clair. oui. Et puis de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, elle devient vraiment roux, mais foncée, elle est presque brun. Puis après, Ah elle ouais, redevient claire. ouais. Puis après, elle redevient foncée. Mais je n'ai Ouais, jamais vu ça. il n'y a pas une histoire d'émotionnel ou de choses. Est-ce que tu as vu cette variation suite à un événement qui l'avait Non, elle est perturbé, non? toujours la même chose. D'accord. Non, c'est bizarre. J'ai Ouais, ouais, mais de toute déjà eu façon, d'autres c'est. caniches, j'ai jamais eu ça. Alors je me suis posé la question, moi aussi, si c'était Ouais, pas ouais. pour les gants qu'il y a à la maison. C'est possible. Alors bon, ça, ce sont des. Moi, je ne peux pas répondre à ça ce soir. Puis je n'ai pas la réponse de toute façon, hein, pour le moment, hein. Tu sais, des fois, elle est toute claire, mais vraiment Oui, abricot oui, oui, toute oui. Oui, claire. oui, oui, oui. Puis après, Oui, elle vient, que c'est un roux foncé, qu'elle est presque oui, oui. brune. Ouais, ouais. Puis après, on Bon, voit qu'elle change, puis ma fille me fait la même chose, mais elle dit qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est redevenue toute claire? Mais maintenant, pourquoi elle est toute rouge?
Ben ouais, mais c'est génial, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, il faut se poser la question quand même, hein. Ben Et oui, on ne sait pas, moi je me suis posé la question. Bon, c'est pas que ça me dérange parce qu'elle est toute mignonne, mais mais tant mieux. c'est bizarre qu'elle change Ouais. comme ça, alors Ouais. qu'elle n'a rien de spécial. Il n'y a pas de shampoing qu'on lui fait autre Mm, que mm. toujours le même. Il n'y a rien qu'à changer. Mais la nature, c'est comme ça, hein, voilà, hein. Je crois que. Après, alors oui, on peut se demander si le papillon se rappelle qu'il a été chenille ou si au départ, la chenille, eh ben, elle connaît, elle sait qu'elle va être papillon, quoi. Tout ça, ce sont quand même des données qui vous semblent peut-être fantaisistes, mais il faut vraiment se poser la question, quoi, hein. Parce qu'avant, j'ai eu deux autres caniches, toi, les mêmes races de chiens, les mêmes choses petites, la même Mhm. chose. J'en ai eu un gris, il n'a jamais changé de couleur, mais je faisais pas de gants à l'époque, j'avais rien de tout ça. Ouais, Il n'a jamais changé de couleur, il a toujours été la même chose. ouais, Et la blanche, bon, ben, elle était blanche, elle n'a jamais changé, mais j'avais pas de gants non plus. d'accord, Et puis Jade, elle, je l'ai, moi, depuis que je fais les gants. d'accord. Mais écoute, c'est à suivre, hein. Ben oui, ben, je la vois tout le temps changer de couleur, voilà, Mais merci pour ce témoignage, de c'est rien. super. La rotation des champs. Tous les champs, bien sûr, sont en rotation, ils sont en interaction. Alors, on peut intervenir, bien sûr, avec tout ça sur la santé. On peut aussi développer de nouvelles technologies avec l'antigravitation, hein. Donc, il y a de nombreux domaines où on est assez actif. Et donc, il y a des domaines qui sont vraiment des domaines très avancés. Alors, je vous ai fait figurer une soucoupe volante, mais c'est pour vous dire que quand même, on a des résultats qui sont assez probants tout de suite. Et puis, bon, moi, j'ai des résultats tout à fait locaux, mais je sais que les Chinois sont très avancés là-dessus avec Monsieur Cash, hein. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est toujours dans de bonnes intentions. Il faut vous rappeler que cette technologie ne fonctionne pas quand on a de mauvaises intentions, y compris pour les gans. Ça commence là. Tout se tient. Ensuite, quand on regarde les bras de la galaxie qui sont en rotation, ils sont en rotation, mais il y a beaucoup de champs qui sont en rotation. Et donc, le centre aussi est en rotation. Et on a, alors je sais pas si c'est pas avec Hubble, qui a eu, et puis d'autres sondes aussi, il y a eu des confrontations de résultats, il y a des ordinateurs qui tournent et ils ont déterminé que au niveau de la zone centrale de notre galaxie, de la Voie lactée, hein, il y a une forte concentration de champs magnétiques et là vous avez une vue d'ordinateur qui vous décrit un petit peu cette concentration. Alors ce qui me surprend un petit peu, c'est que c'est beaucoup plus homogène par rapport à la cartographie que j'ai vue par rapport à la Terre. J'aurais dû mettre la Terre d'ailleurs pour vous montrer la comparaison. Si on se fie à la Terre, eh bien vous avez beaucoup de taches rouges qui sont un petit peu disséminées hémisphère sud, hémisphère nord, et c'est pas aussi tranché que cette vue-là. Donc prudence sur ce que nous montrent les ordinateurs, parce que là aussi en ce moment il y a de quoi, il y a tout et son contraire, et c'est très difficile de trouver la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un l'a d'ailleurs. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la vidéo qu'on a vue, bien sûr, hein, un paramètre qui est altéré sur une structure qui est complexe, ça ne va pas modifier profondément son énergie. C'est un système qui est gravitationnel. Par contre, plus l'énergie est simple, plus la forme est simple et légère, eh bien, là, si on fait une petite modification, ça va la déstabiliser. Et donc, c'est quelque chose qui est magnétique. Ces énergies, bien sûr, elles dépendent bien sûr de l'endroit où on se trouve et dans quelle configuration on se trouve, hein. C'est-à-dire que si on est dans l'état matière, petit m, comme on est tous là, eh bien, on va avoir des énergies qui sont beaucoup moins importantes que l'état matière grand M plasmatique, que l'état nano, que l'état de Gans, ou même que l'état de plasma, et voire plasma dynamique, comme on a vu l'autre jour, hein. C'est très important. Alors après, ça va très très loin parce qu'on abordera ça dans les prochaines fois si vous voulez bien me suivre. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, l'énergie de la source conduite par la lumière, elle conduit aussi notre âme, hein.
Donc, on peut se poser la question de savoir quel est notre point de vue. Est-ce que vous êtes terrestre très gravitationnel ou est-ce que vous êtes dans le spatial, c'est-à-dire avec une forte énergie magnétique? Donc ça, c'est quelque chose d'assez passionnant parce que on arrive à relier maintenant tout ça avec la technologie qui est au niveau des gans et même au niveau de la matière, au niveau nanocotage. Un petit tour vers les coupes que vous avez commencé à réaliser pour réviser un petit peu ce qu'on a vu, hein. Les coupes de vie, la One Cup et la seconde coupe, hein. Donc la One Cup, vous vous rappelez qu'il y a création de 3 gans. Initialement, il y a le gans de zinc et le gans de cuivre qui sont créés puisqu'on a un ordre de grandeur différent entre la bobine centrale et les plaques de zinc et la bobine de cuivre qui sont à l'extérieur, enfin qui sont diamétralement opposées. Donc on a création de ces gans et la combinaison de ces gans entraîne une création de gans de CO2 et donc d'acides aminés. Et ces acides aminés créent de l'eau. Vous vous rappelez aussi qu'on récupère les acides aminés avec une cuillère, hein, donc on a parlé de tout ça la dernière fois. On sait aussi que entre les coupes de vie, entre la One Cup et la seconde coupe, eh bien, il y a juste une variation, c'est-à-dire qu'on a remplacé la plaque de zinc par une plaque de cuivre. Et il y a toujours cette histoire d'interaction avec la bobine nano-revêtue centrale et les plaques, les bobines périphériques. Et alors la bobine, la coupe, la One Cup agit sur l'émotionnel et le système respiratoire, et la seconde coupe agit sur le physique. Et ce qui se passe, c'est que il y a un transfert de flux important. Et bon, alors là, par contre, ce qui se passe, c'est que l'interaction entre le magnétique et le gravitationnel engendre un champ magnétique. Et le magnétique donne, c'est pour ça que la flèche est indiquée de la droite vers la gauche, hein, et le gravitationnel prend. Vous avez une photo de deux de nos coupes et on voit, alors moi je suis assez surpris parce que en fait ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, eh bien vous avez la hauteur de Gans matérialisée par les flèches bleues qui évolue, c'est-à-dire qu'on a le Gans solide de la coupe magnétique qui diminue en termes de hauteur, en termes de volume donc, et le champ gravitationnel, le Gans de la coupe One Cup, eh bien lui s'épaissit. Donc c'est encore quelque chose qui avait été dit par M. Kesch et qu'on peut vérifier. Alors si on passe en revue tout ce qu'on a vu pendant ces 8 sessions, hein, eh bien vous savez que l'univers il a été créé par une énergie qui est en mouvement, hein, bien sûr, et dans cette énergie, eh bien elle est créée par des champs magnétiques et gravitationnels. Ils interagissent entre eux, ils projettent lors de l'interaction des rayons magnétiques qui sont appelés PMTX et qui, lorsqu'ils ont les mêmes caractéristiques ou les caractéristiques très proches, eh bien ils se combinent et ils engendrent une sphère d'énergie plasmatique qui elle-même produit ces champs magnétiques et gravitationnels. Il faut savoir que les champs magnétiques donnent de l'énergie, les gravitationnels absorbent l'énergie distribuée par les champs magnétiques. Ça, c'est le premier point. Alors, vous aurez tout loisir de réviser ça si ça vous intéresse, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent les PDF. Et de toute façon, je vous ai indiqué les liens pour revisionner tout ça. Donc, les forces d'interaction qui sont entre l'antimatière et la matière noire et la matière au grand thème, sous réserve de la condition magrave, qui est la condition d'équilibre, eh bien, elles font une création. Et cette création, elle est aussi assujettie à quand même des fréquences, hein. On a vu ça, hein, avec des niveaux d'énergie. Et les fréquences les plus fortes créent l'antimatière. La matière noire, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et la matière avec un grand M a une fréquence beaucoup plus faible. Et l'ensemble des trois constitue ce qu'on appelle une structure. On développera ça
dans les prochaines fois, parce qu'il faut absolument aller un petit peu plus loin. C'est simplement les bases que vous avez. Vous savez qu'il y a des règles de fonctionnement aussi du plasma, hein, puisque l'énergie la plus élevée nourrit la plus faible. Les forces de flux, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est l'état énergétique, en fait, c'est un champ de force. Hein. Moi, je me plais souvent à dire que c'est comme un champ de blé. Hein. On imagine que chaque brin de blé, c'est une force unitaire, et quand on regarde le champ, eh bien, on voit que il y a beaucoup de brins de blé, et donc il y a beaucoup de force, et il y a beaucoup d'énergie. Donc le facteur d'amplification, on en a parlé, c'est l'histoire de la 2 chevaux avec la tortue et les avions. Et donc tout ça, ça fait quand même que les plasmas, ils sont forcément tous différents. Hein. Et c'est ça qui crée des combinaisons, puisqu'on a la différence entre les plasmas, on peut arriver à jouer avec. Et donc justement, les directions de flux sont préorientées par l'état énergétique, et donc les flux plasma vont d'un état énergétique à un autre état énergétique en fonction de tous les critères que je viens d'évoquer. Bien sûr, dans la cohérence de la valeur du ratio surface-volume et de la prédisposition, relation magnétique gravitationnelle ou gravitationnelle magnétique. Rappelez-vous aussi que l'énergie est sur une voie entre guillemets à double sens, hein, c'est-à-dire que on a bien cette circulation magnétique et gravitationnelle, mais on a aussi une forme de rejet des deux, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se passent. On n'est pas à 100% au niveau du champ, par exemple, du champ gravitationnel. On n'est pas à 100% absorbeur d'énergie, on a toujours de l'énergie résiduelle qui repart, au même titre que sur un champ magnétique, eh bien c'est la même chose, on n'est pas à 100% magnétique, il y a de l'énergie qui revient. Ce qui est le plus important pour vous, du moins pour ceux qui vont suivre les formations sur les GANS, c'est que vous avez dans un GANS une transmission et une transition. Très important dans la mesure où on a des lignes de flux. Alors bien sûr, vous avez bien compris que ces lignes de flux, c'est simplement pédagogique, mais les lignes de flux, il y en a une infinité. Par contre, la grande vérité qu'il y a dans ce schéma, c'est qu'il y a une évolution des lignes de flux, c'est-à-dire que plus on descend, plus le flux est important, et plus l'énergie accumulée par le GANS est importante. Et dans tous les cas, de toute façon, il y a toujours ces mouvements, quelle que soit la complexité de l'environnement. Je suis un peu fatigué ce soir. Ça, vous l'avez déjà vu aussi. Hein. Vous savez que le revêtement caustique, eh bien, c'est la porte d'entrée vers l'état de GANS. Et l'état de GANS, en fait, c'est la frontière entre la matière physique et le plasma, puisque dans ce magnifique petit bocal, eh bien, on a le visuel et puis on a l'invisible, hein, puisqu'on crée à travers ce plasma quelque chose qui est très puissant, mais qu'on ne voit pas. Ça aussi, c'était vraiment à retenir. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir. Il n'y aura pas d'interrogation écrite, comme le dit M. Kesch. Il n'y aura pas de diplôme au bout, mais il faut que vous le sachiez pour ceux qui vont continuer, parce que c'est la base. De même que dans la physique classique, dans la matière physique, eh bien, on sait que les atomes ils sont soudés entre eux. Alors, soudé, le terme est un petit peu fort, mais c'est quand même une soudure dans la mesure où ils ont, comme le plasma d'ailleurs, une position d'équilibre autour duquel ils vibrent un petit peu, mais ils sont complètement soudés, alors que dans l'état nano, les atomes sont individuels, accolés, ils sont regroupés. Vous vous souvenez un petit peu des vidéos qu'on a vues, vous vous souvenez des star formations qui existent et des relations qu'il y a entre les couches de carbone qui sont collées au cuivre. Hein. Vous savez que dans ces star formations, on a justement un plasma central qui dope le plasma qui circule. Donc, on a vraiment dans cet état nano des choses merveilleuses. C'est vraiment des conducteurs que n'avait pas forcément ou intuitivement Nikola Tesla à son époque.
Justement, les conducteurs, les superconducteurs, retenez bien ça, c'est l'état nano, état de Gans, ce sont des superconducteurs. Le superconducteur, je vous rappelle les caractéristiques, une grande susceptibilité, absorber des champs, c'est un papier buvard, je vous l'ai déjà dit. Le chemin, il y a un chemin prioritaire pour l'énergie, c'est-à-dire c'est le cheminement entre les couches nano. La direction du flux, eh bien, elle peut être justement influencée. De toute façon, elle est rectiligne puisqu'elle suit le fil de cuivre qui est là un petit peu le support du carbone. Mais bon, elle peut aller d'un côté ou d'un autre. Ça, on verra ça aussi, c'est très important. Il y a une tension de flux, on appelle ça une tension, mais c'est une force de flux. Et puis, bien sûr, un ordre de grandeur. Alors ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre, on sait que c'est un super isolant, l'état nano est un super isolant, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser entrer certains champs. Par contre, on sait aussi que c'est un cheminement qui est confiné pour l'énergie. Il y a toujours cette même direction de flux, cette tension de flux et cet ordre de grandeur. Alors bon, les changements d'état, vous vous rappelez un petit peu, état matière petit m, état matière grand m, ensuite on va passer à l'état nano, l'état de Gans, l'état de plasma dynamique, et à chaque fois, on a donc, à chaque changement d'état, on a un état énergétique qui évolue ou qui se réduit un ordre de grandeur minimum, mais à chaque fois, si vous faites bien les choses, et je sais que vous êtes disposé à le faire au niveau des Gans, si vous faites bien les choses, vous aurez plus d'un ordre de grandeur. Je vous montrerai, pour ceux qui auront le plaisir de venir nous voir à travers les stages et tout ça, je vous montrerai du carbone. Vous verrez que, ou même dans les photos sur le Facebook que j'ai publiées il y a quelque temps, vous verrez que les couches de carbone, eh bien, elles ont une brillance, elles sont magnifiques. Et si vous allez arriver à faire ça, j'en suis persuadé. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils n'arrivent pas. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas faire une fixette là-dessus. Prenez le temps, franchement, recommencez 10, 20 fois s'il le faut, vous allez y arriver, je suis persuadé, vous êtes comme les autres, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, vous allez vraiment progresser et vous allez pouvoir faire donc des variations d'état énergétique dans les changements d'état qui seront formidables. Alors bien sûr, et on en a parlé l'autre jour aussi, l'état énergétique qui peut être modifié par une manifestation de création ou de déclin. C'est-à-dire que quand on passe d'un état nano avec un fil qu'on trempe dans du Gans qui est un petit peu sous forme de yaourt, par exemple, eh bien on peut changer, on va passer d'un état à un autre. Et si on le ressort, on va dégrader l'état du plasma global. Donc, bon, ça existe et puis il faut le prendre en compte. Ce que je n'ai jamais fait parce que j'ai pas eu l'occasion, c'est que, mais apparemment ça existe, c'est que le changement d'état énergétique, il peut se réaliser sans consommation d'énergie. Alors là, je ne sais pas trop comment, je ne l'ai pas fait. Les taux de transfert énergétique, bien sûr, ils sont plus hauts dans les états plasmatiques que dans l'état matière. Ça, vous le comprenez facilement maintenant. Hein. Et on sait que ce plasma, il est quand même lié à l'éthique de l'univers, dans la mesure où ce plasma, il est disponible grâce au champ magnétique et gravitationnel qu'il y a dans l'univers. Alors bon, tout ça vous le connaissez, on vient de le voir, je viens de vous le réexpliquer. Hein. Vous avez donc ces états énergétiques avec des ordres de grandeur qui sont minimum ici, hein, puisque entre un état matière et un état plasma, on passe à 10 000 fois l'énergie initiale. En fait, ce qui se passe, et ce que je voulais vraiment vous dire ce soir, c'est que la science du plasma, il y a 2 fois du plasma, mais c'est pas grave, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, et en fait, les seules limites, en fait, c'est ce que m'a dit M. Kesh, ces limites, c'est nous qui nous les créons. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'on a été à l'école, on a été persuadé qu'on avait fait, qu'on avait la science infuse sur certaines choses, et en fait, pas du tout. Hein. On nous a enseigné une séance, en particulier au niveau de la physique, et même des mathématiques, et de toutes les disciplines scientifiques, qui nous ont complètement confinés dans une boîte que je vous ai décrite il y a quelque temps, hein, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec très peu de moyens, finalement, un niveau de connaissance qui n'est pas un niveau, il ne faut pas avoir fait super-héros ou des grandes écoles ou
Il suffit d'être soi-même et on arrive à manipuler la science du plasma, si vous respectez bien sûr les petites choses que je vous ai décrites. Alors la fameuse star formation, pour changer un petit peu ce soir, je peux vous dire qu'on peut mettre le courage, la compassion, la moralité et l'éthique ensemble pour créer une star formation. Et si on a ça, eh bien, on fait une création. Alors une création qui peut être matérielle ou immatérielle, bien sûr. Et on peut aussi modifier tout ça en substituant au sommet, bien sûr, l'âme, le don de soi, la permission, l'ouverture pour aussi créer. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, je n'ai pas pu me retenir de vous mettre l'équation complète de Albert Einstein. C'est en fait, voilà la vraie équation. Et pourquoi il y a des gens qui ont des difficultés en ce moment avec certaines choses, je ne citerai pas les noms, ils ne sont pas ici de toute façon ce soir, hein. Eh bien, il y a des difficultés parce que l'équation qu'on a apprise, eh bien, elle n'est pas complète. Alors que là, quand on introduit l'énergie d'une particule qu'on est censé étudier en plus, donc ça serait pas normal qu'on n'ait pas les termes qui sont associés à cette particule. Et bien, quand on a associé les termes de cette particule à l'énergie, eh bien, tout va pour le mieux. Alors bon, moi je travaille dessus et puis on verra ça un peu plus tard. Mais n'oubliez jamais quand même que c'est vous qui fournissez le modèle du futur, parce que vous avez les capacités de faire des ganses dans votre cuisine, dans votre appartement, sur votre balcon, dans votre garage, dans votre jardin, hein, c'est vous qui avez l'énergie. N'oubliez jamais ça, c'est très important. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte à côté, parce que c'est pour nous tenir, pour bien nous tenir, alors qu'en fait, nous sommes des gens qui aspirons à être libres, y compris dans les pensées et dans les créations. Nous sommes dans le domaine public, nous avons un traité de paix mondial, nous diffusons la technologie des GANS pour toutes et tous, c'est très important pour que vous êtes déjà des chercheurs de connaissances, puisque par essence, puisque vous êtes ici, vous êtes des chercheurs de connaissances, vous allez devenir donc des chercheurs de vérité, vous l'êtes plus ou moins déjà, et puis ensuite vous allez créer, et vous allez devenir des créateurs de la différence. Alors je vous passe quelques spots qui sont dans les ouvertures de cours de M. Kesh. Alors peut-être un peu moins maintenant parce qu'il fait un peu plus de publicité, mais vous voyez, il dit nous avons eu la révolution industrielle, maintenant nous avons la révolution de l'âme, et ça prend tout son sens là, avec ce que je viens de vous dire. Hein. Alors il y en a d'autres, hein. Rien n'est caché à l'âme de l'homme, hein. Bien sûr que rien n'est caché, sauf qu'il y a certaines choses qui sont enfouies et qu'il faut arriver maintenant à extirper, et vous êtes sur le bon chemin pour le faire, et on est tous sur le chemin, hein, parce que personne n'a la prétention de tout savoir et de tout avoir en connaissance. Le secret est dans votre cerveau, tout ça piloté par l'âme. Alors on en parlera plus tard, parce que vous vous apercevrez que par exemple pour les mains graves, eh bien, on peut arriver à les piloter. Alors je reviens un petit peu sur ce qu'on avait vu autrefois. C'est que l'équation simplifiée, c'est moralité par compassion par courage. Hein. Vous savez tout ce que je vous ai dit déjà sur ça, c'est que l'humanité n'a pas compris la leçon sur la moralité. Ça, c'est évident, puisqu'il y a des échanges qui sont assez nocifs, puisqu'il n'y a que certains égoïstes qui en profitent. Les autres, eh bien, ils sont contraints plus ou moins jusqu'à avoir des guerres pour qu'on leur prenne leur énergie. Hein. Et donc tout ça, on travaille là-dessus pour éviter ça et bien sûr arriver à un monde meilleur. Alors impliquez-vous dans cette science, hein, n'hésitez pas, contactez-nous, il y a Jean-Sébastien, je suis là, il y a Aviram, il y a quelques autres personnes aussi, bon, qu'on ne voit pas beaucoup, mais n'hésitez pas à venir vous rapprocher de nous, et on vous aidera, c'est vraiment l'essentiel. Il n'y a pas, je le répète, hein, pas de conditions de diplôme, de connaissances, quoi ou qu'est-ce, hein, c'est vous qui avez l'énergie, elle vous a été donnée par l'univers, et c'est ça le secret. Voilà. Quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, eh bien tout ira beaucoup mieux, le monde entier connaîtra enfin la paix universelle. Voilà les amis, je vous remercie de votre attention
Et c'est la fin des sessions de ce premier niveau. Et puis, je vous dis à bientôt pour ceux qui le veulent sur un niveau 2.